Alors, nous avons intitulé cette rencontre colloque de l'aide aux victimes et justice de proximité. J'avais envie de rajouter de partage et de rencontres et de discussions en commun, interprofessionnelles, à la fois avec les travailleurs sociaux du département. Je sais qu'il y en a beaucoup, grâce notamment à Pascal Garcin, directeur des solidarités, et France Victimes Nord-Franche-Comté, que je représente aujourd'hui, l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales, qui œuvre sur les ressorts des tribunaux judiciaires de Montbéliard, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort. Alors, la journée d'aujourd'hui, c'est une première, bien sûr, pour nous, mais c'est surtout une première étape. Une première étape avant d'autres choses qui vont s'organiser. Alors, pour les travailleurs sociaux du département, on mettra bien sûr en place d'autres formations sur cette thématique-là pour compléter. Et on a aussi à cœur de mettre en place un outil, un guide avec M. Bonneau, qui nous permette de référencer aussi l'ensemble des structures qui interagissent dans cette thématique au niveau du département, de manière à aider chacun lorsqu'il rencontre une situation sur l'orientation. Alors sur le repérage, c'est un petit peu plus compliqué, mais au moins déjà sur l'orientation, donc se doter d'outils. Et on va essayer aussi au niveau du département de se professionnaliser encore sur cette question et d'avoir aussi une cellule qui soit dédiée avec nos agents. Et toutes et tous, nous avons à cœur de développer ces politiques de prévention et de lutte aussi contre les violences, toute forme de violence, parce que vous l'avez rappelé, il y a plusieurs sortes de victimes. Et à chaque fois, ce sont d'autres chaînes qui s'activent, mais toutes ont des maillons qui sont complémentaires. Et vous toutes et vous tous, vous êtes tous des maillons essentiel de cette chaîne de solidarité humaine. Je voudrais me réjouir de l'organisation de ce premier colloque parce qu'il va permettre aussi de décloisonner le travail. Mais à l'instar du président, je me réjouis de cette initiative conjointe du département du territoire de Belfort et de l'association France Victimes Nord-Franche-Comté, qui pose la question centrale de l'accompagnement et de l'orientation des victimes. À l'échelon municipal, la prévention des infractions demeure l'axe prioritaire. À Belfort, c'est surtout, comme dans d'autres communes, grâce à l'action de la police municipale. Nous avons fait le choix de renforcer la présence de la police sur le terrain. Et l'effectif des policiers municipaux sont passés de 10 agents en 2014 à 30 aujourd'hui. Nos policiers municipaux peuvent également s'appuyer sur les 141 caméras de vidéosurveillance de la ville de Belfort. Les associations de notre territoire jouent également un rôle clé dans la prévention de la délinquance contre les personnes. Cette justice de proximité, lorsqu'elle a été mise en place, côté prise en charge des victimes, le garde des Sceaux a vraiment parlé d'un continuum de prise en charge. C'est-à-dire qu'il faut éviter effectivement les ruptures. À partir du moment où la personne va porter sa parole, va demander quelque chose, eh bien c'est à nous, les partenaires, de nous mettre en ordre de marche pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de temps mort. Alors, après la justice plus proche du justiciable, on a la justice plus proche de l'infraction, ce que je vous disais, c'est-à-dire être plus réactive, répondre plus vite et être, j'ai envie de dire, lutter contre ce sentiment d'impunité. De répondre plus rapidement. Donc on peut le faire aujourd'hui avec des moyens un peu plus étoffés. Et puis pour avoir effectivement une réponse pénale aussi, de qualité et réactive, il faut avoir un éventail de réponses pénales important. Et moi, je crois beaucoup au travail d'intérêt général, au travail non rémunéré, qui sont des réponses pénales extrêmement lisibles et visibles, tant pour la victime que par l'auteur. Et puis le dernier point, c'est la justice plus proche des partenaires locaux, puisque la justice de proximité, elle impose que les relations institutionnelles soient localement renforcées, parce qu'il est nécessaire de gagner en efficacité
et effectivement parfaire aussi la connexion, la connaissance de l'action de l'autorité judiciaire. Si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est que la justice de proximité, c'est effectivement l'affaire de nous tous et que nous devons tous nous engager autour de ces questions parce que c'est, en tous les cas pour la justice, un véritable défi de pouvoir enfin réconcilier la justice avec le quotidien alors de ce qu'on appelle les justiciables, les usagers, en tous les cas de nos concitoyens. Et ça, c'est quelque chose qui est indispensable. En tous les cas, c'est la feuille de route que je me suis fixée, c'est de travailler sur la justice restaurative. Moi, c'est un concept auquel je crois beaucoup. Cette justice restaurative, depuis 2014, elle est inscrite dans le Code de procédure pénale. On doit s'y atteler. Et véritablement, j'aimerais que l'on puisse travailler ensemble autour de ce concept pour justement faire en sorte que pour les victimes, il n'y ait plus de sentiment d'inachevé, qu'elles aient un lieu, un temps, pour pouvoir expliquer ce qu'elles ont vécu, expliquer ce qu'elles ont ressenti, avoir des réponses à leurs questionnements, et dans ce temps-là, qui leur sera consacré, mais qui est aussi consacré aux auteurs d'infractions, puisque la justice restaurative, c'est aussi les auteurs et les victimes. Oui, oui. J'arrive. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors j'ai cru comprendre que c'était un peu urgent. Et ne vous inquiétez pas, s'il faut prendre un rendez-vous rapidement, on verra ça. Vous m'avez dit au téléphone que vous aviez des petits soucis avec vos nouveaux voisins. Oui, enfin, je sais pas si ce sont des petits problèmes. Oui, pour moi, si ça continue, ça va devenir de gros problèmes. Vous savez, avec ces jeunes, c'est quand même compliqué. On n'arrive pas à discuter avec eux, c'est très difficile. Je ne sais pas pourquoi, nous, on a le sentiment qu'ils nous ignorent et qu'ils font ce qu'ils veulent. Alors, vous voyez où nous habitons? Oui, bien sûr. Alors, la maison mitoyenne à côté de la nôtre a été vendue il y a 2 mois. Elle a été rachetée par un jeune couple, Sébastien Gurde et Angélique Gurtier. On l'a lu sur leur boîte aux lettres. Oui. Non, mais je crois que c'est pas Angélique. Ça doit être Angèle, son prénom. Attends, je raconte. Oui, mais c'est important. Bon, alors, d'abord, ils ne sont pas rentrés tout de suite dans la maison. Ils ont d'abord fait des travaux avec des copains. Et peut-être des gens au black même. Oh, ça a duré des semaines, jusque tard le soir. Et pas de samedi ni de dimanche pour nous, hein. Alors, du bruit, des coups de marteau, des machines, de la saleté, de la poussière. C'était plus possible. On ne s'entendait même plus chez nous par moments. Ils ont vraiment fait beaucoup de bruit. Et en plus, ils ne sont jamais venus nous voir pour s'excuser. Oui, jamais. On a attendu sans rien dire qu'ils se présentent. Mais moi, je voulais même pas que Jean-Michel y aille pour pas faire d'histoire. Je me suis dit que ça allait passer. Mais non, on a subi tout ça sans rien dire. D'accord. Mais tout ça, franchement, ça s'est passé déjà il y a quelques semaines. Vous auriez pu m'en parler plus tôt, quoi, quand les nuisances se produisaient. Mais tu n'osais ça. On n'a pas osé. Comme dit ma femme, on ne voulait pas faire d'histoire. Vous savez, les voisins, il vaut mieux avoir des bonnes relations avec eux. Et puis, comme on dit, chacun chez soi. Et puis, vous auriez vu, ça n'était que le début. On vous passe les barbecues, la musique dans le jardin d'un côté. Infernale, leur musique. Après les travaux, la musique. Mais surtout, moi, je n'osais même plus sécher mon linge à cause de la fumée des barbecues. Presque tous les jours. Oui, mais il fallait venir me voir ou me téléphoner. Mais pas si simple. On n'a pas osé. Comme dit ma femme, on ne voulait pas faire d'histoire. Attendez. Alors là, je continue. Et ça, c'est le plus important. Oui. Excusez-moi, monsieur le maire. Attendez, oui. Hier matin, on a vu un camion avec un petit engin de chantier. Il s'est carrément garé devant chez nous. Et en reculant, l'engin, conduit par le voisin, a carrément défoncé la murette qui sépare la maison de la rue. Vous auriez vu le carnage. J'avais un gros pot de fleurs qui a été renversé. Il y avait de la terre partout. Mais surtout, en reculant avec son engin, il a carrément touché le réverbère devant sa maison. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien faire avec un engin de chantier? Je ne sais pas.
On ne sait pas vraiment. Non. Des canalisations peut-être. Aïe, mais je ne suis pas du tout au courant. Je suis allé le voir. Il n'est même pas descendu de sa machine. Je lui ai demandé de couper le moteur. Il ne m'a même pas regardé. Il avait un casque sur les oreilles. Aïe, ça c'est embêtant. Hein. Alors, le réverbère, déjà, puis votre murette aussi. Il faudra que j'aille voir ça. Moi, ce que je crains, c'est qu'on risque de ne pas s'entendre. Bon, je vais passer voir. Hein. Je passerai juste après mon rendez-vous. Ben, on vous guettera, on vous montrera. Oui, d'autant plus que je dois voir quand même vos nouveaux voisins. Hein. D'abord tout seul, et puis peut-être avec vous deux. Oh, nous, surtout pas d'histoire, on ne les connaît pas vraiment. Laisse monsieur le maire intervenir. Il faut quand même leur dire certaines choses. Ouais. Et puis, ce sera l'occasion de faire leur connaissance. Écoutez, là, franchement, il faut que j'y aille. Bon ben, on vous remercie. Hein. On vous prend tout votre temps, on vous retarde. Mais non, mais ne vous en faites pas. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, alors, hein. Monsieur le maire, est-ce que vous voulez commencer à nous apporter votre témoignage de terrain par rapport à vos administrés? Aujourd'hui, ce que je dirais, ce qu'on constate, c'est que les petites communes sont traversées de fait par les mêmes situations que les villes ou les centres-bourgs. Problématique de précarité, problématique d'isolement, problématique de perte du lien social. Des petites communes, moi je le vois dans la mienne, qui est passée d'une commune très rurale avec un monde agricole très prégnant à une commune aujourd'hui où les gens s'installent avec la proximité de la Suisse par exemple pour travailler en Suisse, où les gens partent le matin, reviennent le soir et on arrive un petit peu à ce que moi je qualifierais, même si c'est pas un beau terme, un peu de village dortoir. Et ça casse ce qu'on peut appeler le lien social, de fait. Parce que qu'est-ce qui est demandé essentiellement au maire? On le sait très bien, c'est le trottoir qui est dégradé, c'est la problématique de voirie, c'est la problématique... Et il n'est pas d'emblée demandé des interventions sur des problématiques qui sont des problématiques fortes, sur la question, effectivement, des incivilités, la question des problématiques sociales, la problématique de l'isolement. Donc, ce que l'on pense... je dis avec mon équipe, c'est qu'il faut donner la possibilité aux gens de venir parler quelque part. Et là, il y a des outils. Les outils, bien évidemment, c'est la mairie, avec les outils. Alors, les secrétaires ne sont pas des outils, ce sont des personnes, bien évidemment, mais les outils, la mairie, un bureau dédié où les personnes vont pouvoir venir parler de leurs problèmes, mais qui ne sont pas forcément d'emblée, et je me répète encore une fois, la question de problématiques de délinquance, d'incivilité. Ils vont venir pour parler de leur déclaration d'impôt, ils vont venir pour parler de leur dossier retraite, ils vont venir pour parler des dossiers d'élaboration des cartes d'identité, surtout actuellement, quand on sait le temps que ça peut prendre, notamment avec la crise Covid. Et c'est à cet endroit-là, je pense qu'il faut repérer là où sont les problèmes, qu'il faut effectivement pouvoir discuter avec les gens, aller les rencontrer, leur apporter les dossiers, leur apporter le service, et puis repérer plus facilement pour comprendre. Parce que d'emblée, en tous les cas, je ne sais pas, j'imagine largement que ça peut être comme ça dans les grandes villes, dans les centres-bourgs, d'emblée les gens ne parlent pas comme ça de leurs difficultés. Ils vont en parler quand ça clash. Excusez l'expression, ils vont en parler quand ils sont à bout, ils vont en parler quand ils sont malmenés, ils vont en parler quand ils se retrouvent seuls à la maison. Et ça, le rôle des élus est primordial là-dedans, c'est d'avoir ce repérage. Le maire est de toute manière celui qui est repéré comme celui qui doit faire respecter les droits des biens, des personnes. Il doit garder en tête qu'il ne le fait pas seul. Si le maire, si j'étais amené, et si mes collègues étaient amenés à pouvoir penser qu'ils peuvent régler les problématiques de délinquance, qu'ils peuvent régler les problèmes de la gendarmerie, qu'ils peuvent être gendarmes à la place du gendarme, qu'ils peuvent être magistrats à la place du magistrat ou policiers à la place de la police municipale en ce qui nous concerne, ils se trompent. La dernière chose, bien évidemment, et je pense que c'est important de le citer ici, on le voit comment la qualité dans nos petites communes peut être opérante, de toutes les relations que l'on a avec les commissions police, régulièrement, une fois par mois, avec les commissions gendarmerie, le gendarme référent. C'est une chose essentielle qui permet aussi effectivement aujourd'hui d'être informé, de savoir ce qui se passe, de pouvoir avoir cette référence, de pouvoir aller facilement à la gendarmerie, de pouvoir rencontrer le gendarme ou la police municipale en mairie pour traiter des situations qui quelquefois semblent anodines, mais qui pourraient prendre des proportions assez fortes. Parce que quand on est dans un petit village et que les gens habitent l'un à côté de l'autre, on se retrouve face aux situations tout à l'heure. Marie-France Séfis.
Quand on est conseillère départementale et maire d'une commune un petit peu plus grosse, comment est-ce qu'on intervient en matière de repérage des victimes? Sur quel type de cas on est sollicité et comment on les traite? Alors c'est très compliqué, donc je voulais revenir simplement sur la scénette. Il est important d'être à l'écoute et de prendre le temps. Je pense que les gens, quelque part, ont dû être frustrés par le peu de temps disponible de l'élu. Moi, c'est vrai que je suis travailleur social de formation, donc j'ai cette faculté d'être très à l'écoute des personnes, mais ça n'empêche que le maire, comme l'a très bien dit Dominique, est appelé et puis pour différentes choses. Donc on est vraiment à portée de main, mais surtout à portée d'engueulade. Hein. Je crois qu'il faut le dire clairement. Alors nos travailleurs sociaux ont cette faculté, ont cette aisance-là au niveau du CCAS ou ailleurs, hein, c'est vraiment propre à la profession, de savoir être récipiendaire d'un propos et de ne pas le porter, de se mettre à distance et d'accompagner la personne qui le verbalise. Donc là, dans le cas du CCAS, c'est très rare finalement qu'une personne, c'est presque le cas, permettez-moi, simple, la personne arrive, dit « je suis victime de », c'est rare. Lorsque ça arrive, nos travailleurs sociaux travaillent en partenariat. On renvoie vers le département lorsqu'il y a une compétence pour la protection de l'enfance ou une famille. On voit avec le FSL également les différentes instances partenariales, notamment du département encore une fois, pour des hébergements d'urgence. On fait de la domiciliation. On a l'Armée du Salut qui propose ce genre de structure, Solidarité Femmes. Je ne vais pas tous les citer, mais on voit qu'il y a tout un tissu que nos collègues travailleurs sociaux maîtrisent et sont capables de faire la connexion. Maintenant, il y a la deuxième voie, j'essaie de ne pas vous perdre, mais où c'est beaucoup plus diffus. Et là, même chose, la scénette me l'évoquait, cette zone grise, je crois que vous l'avez un peu évoqué, madame, où je suis victime, mais je le dis pas, est-ce que je le verbalise? Le CCAS est parfois exposé à ce genre de cas de figure, puisque nous proposons du soin, de l'aide à domicile. Nous avons donc des personnels du travail à domicile qui vont chez les particuliers. 450 personnes sont prises en charge par les différents services, que ce soit du soin, que ce soit de l'aide à domicile ou que ce soit du portage de repas. Et là, on touche un public assez différent, qui est d'une manière ou d'une autre empêché, on dirait par ailleurs vulnérable. J'aime pas toujours le propos, je préfère empêcher puisque la personne peut être mobile mais dépendante. Et toute cette chose-là devient beaucoup plus difficile à notre niveau à gérer puisque nous devons à la fois faire émerger le propos sans jamais se prendre pour ce que nous ne sommes pas. Nous ne devons en aucun cas fausser la parole de la personne. Nous devons être signalants, faire le signalement, mais c'est un signalement indirect. Donc il y a toute cette zone un peu grise où il faut, nous, être très prudents tout en recevant et en se disant j'ai affaire à une victime potentielle. Et si c'est un de nos agents qui est en cause, l'agent est aussi potentiellement victime d'une erreur. Et là, il y a le droit aussi du travailleur qui s'applique avec des temps de justice qui sont différents. Comment faire émerger, comment respecter la parole de la victime? Je pense qu'une des bases, entendre le propos, rester humble, dire « je ne suis pas forcément la personne qui, mais je peux vous accompagner vers ». Le temps de la justice est celui qui doit être. Ils ont leur propre tempo, qui n'est pas si long que ça, mais qui peut être extrêmement lent pour la victime, qui voudrait une réponse immédiate. Elle l'exprime parfois à des maires de village. Et c'est aussi ce travail-là de perception et d'explication qui peut amener la personne qui se dit victime, je préfère cet usage-là, à entendre que les choses sont en route et qu'elles prendront le temps nécessaire. Mais au moins, elle a été entendue. Ce n'est pas qu'une vision naïve. Le pire, finalement, c'est l'absence de réponse ou l'incompréhension. Que dois-je faire lorsque j'ai eu le cas plusieurs fois cette année, 7 fois de personnes à domicile, empêchées, qui ne sont pas mobiles? Comment les accompagner vers le dépôt de plainte lorsque, potentiellement, c'est la personne aidante qui est elle-même à domicile? Et là, on voit toute la difficulté, et la scénette l'exprimait, la personne peut dire « il a été un peu nerveux avec moi, j'ai des bleus », et puis devant l'auteur présumé « ah oui, mais non, mais il m'aide ». Voilà, et là, il ne faut pas s'ériger en chevalier blanc, s'imaginer comme détenteur d'une parole et qu'on va aider malgré elle. Il ne faut pas l'abandonner, et c'est ce jeu-là, cette zone grise qui est souvent difficile à appréhender et sur lequel il faut souvent accompagner le récipiendaire de la parole que sont nos agents de terrain.
peut-être 2 points avant de partir, et ça a déjà été dit sur la place des élus, effectivement. Vous l'avez dit, monsieur, effectivement, le maire est le récipiendaire, le réceptacle des premières doléances. Et il est important qu'il écoute, qu'il entende, mais surtout pas qu'il se transforme en super enquêteur. Voilà. Et ça, c'est un peu le risque que de vouloir tout faire. Parce qu'on a envie de faire, parce qu'on veut répondre, parce qu'on veut être, je veux dire, en plein dans sa mission. Non, je disais tout à l'heure, c'est l'importance du passage de relais, du maillage et donc de la bonne connaissance de qui fait quoi. Ce qui est plus compliqué, c'est quand le maire est au niveau, je parlais du repérage, c'est-à-dire du décryptage des situations. Parce qu'on va aller voir le maire pour lui parler d'un problème X ou Y, mais en fait, c'est pas ça le vrai problème. Il est ailleurs le vrai problème. Et effectivement, c'est par la connaissance aussi de vos administrés, des familles, de ce que vous avez pu entendre dire, par l'école, par exemple, des choses comme ça, par des remontées, des enfants voilà, qui viennent pas à la cantine, ou ont un problème de paiement de cantine, ou des enfants qui traînent un peu dans la rue le soir, on ne sait pas trop. De pouvoir agréger tous ces éléments-là pour être effectivement à l'origine du signalement. Vous disiez à un moment donné de dire, attention, là, j'ai une famille qui est en train de dysfonctionner. Il y a peut-être de la maltraitance, il y a peut-être de la violence, il y a peut-être des difficultés. Et effectivement, d'être pas celui qui va prendre en charge, qui pourra prendre en charge après, oui, parce qu'il y aura des mesures à mettre en œuvre, mais en tout état de cause, qui va pouvoir effectivement être le révélateur d'une situation et être celui qui permettra voilà, d'aller plus loin. Ce qu'on ressent dans ce film, c'est que le signalement, il est venu un peu tard. C'est-à-dire que les personnes, elles ont accumulé de la frustration et quand elles arrivent devant le maire, voilà, il y a une situation qui s'est déjà enquistée. Donc, et encore plus quand on est dans un cas de violence intrafamiliale, l'enjeu d'un signalement rapide pour que, comme je reprends l'expression de Madame la procureure générale qui parlait de continuum de prise en charge de la victime, il faut que cette prise en charge puisse s'enclencher, donc que le signalement intervienne le plus en amont possible. Ça, c'est quelque chose que je voulais signaler. Et je voulais aussi revenir sur la question des maires. Alors effectivement aussi du point de vue du ministère de l'Intérieur, le maire est en première ligne parce qu'il est autorité de police. Il a des prérogatives en matière de prévention de la délinquance, de sécurité, et il est aussi directeur des opérations de secours. C'est-à-dire que tu demandais tout à l'heure quelle était notre vision des victimes. Il y a les victimes d'infractions, mais aussi les victimes de catastrophes naturelles, de catastrophes technologiques. Et on l'a vu cet été, et malheureusement, le changement climatique va intensifier, multiplier les crises. Et donc le maire sera aussi en première ligne en tant que directeur des opérations de secours pour la prise en charge des victimes. Juste rappeler en quelques mots qu'il existe également un comité local d'aide aux victimes, les fameux CLAV, qui ont été mis en œuvre il y a quelques temps, CLAV général et puis maintenant CLAV spécifique pour les violences intrafamiliales, qui sont coprésidés par le préfet et le procureur de la République. Je ne vais pas redire ce que Madame la procureure générale vous a déjà dit, mais peut-être insister sur 3 points qui me paraissent essentiels sur la thématique qui est la nôtre sur cette table ronde. Déjà, permettre à l'ensemble des acteurs que nous sommes tous ici aujourd'hui de connaître le fonctionnement de la justice pénale, de savoir qui fait quoi exactement, et c'est ce que nous avons prévu avec Monsieur le Préfet samedi lors de la rencontre avec l'ensemble des maires du territoire, c'est de prévoir une formation courant décembre sur les pouvoirs d'OPJ des maires du ressort, du fonctionnement de la justice pénale et de qui peut être actionné lorsqu'il repère une situation de famille en danger, d'une femme en danger ou d'une victime dans un autre cadre d'infraction. Cette formation, je l'ai proposée aussi à d'autres acteurs, au directeur de Pôle emploi par exemple, pour effectivement aller rassurer ces personnels. Et je dirais, je me tourne vers le département ou le CCAS, il est tout à fait possible aussi de prévoir de telles interventions auprès de vos équipes pour mieux se connaître les uns les autres. Donc ça, ce serait la première étape dans le repérage, déjà permettre à tous les acteurs de connaître le fonctionnement de l'ensemble de la chaîne pénale pour actionner les bons leviers lorsque vous avez en face de vous une personne qui se dit victime d'une infraction pénale.
Le deuxième axe, c'est l'étape suivante, je dirais, c'est le dépôt de plainte. Le dépôt de plainte, c'est parfois compliqué pour la victime de passer à cette étape supérieure. Et là, il faut effectivement être en capacité de la rassurer. Si vous êtes formé, vous êtes capable de la rassurer aussi davantage sur cette nécessité de la plainte. On a beaucoup de victimes aujourd'hui, même lorsque nous avons des interventions des gendarmes ou des policiers qui ne veulent pas venir déposer plainte, qui ne veulent pas se présenter devant un médecin. C'est extrêmement compliqué pour nous, dans ce cas-là, de pouvoir intervenir. Et je dirais que nous n'avons rien dans le dossier et nous ne pouvons absolument pas poursuivre au niveau du parquet. Le troisième axe, je dirais que c'est une fois que la plainte a été déposée, que l'enquête a eu lieu, c'est aussi être en capacité d'expliquer à la victime la suite de la procédure, et je dirais quelle qu'elle soit, et c'est là où nous travaillons avec vos équipes au sein de France Victimes, une explication à la fois de la procédure si jamais nous avons une poursuite et que la victime se présente devant le tribunal. C'est assez impressionnant la première fois que vous passez devant un tribunal, et donc c'est le rôle de France Victimes. C'est aussi, je considère, le rôle du procureur d'expliquer aussi à une victime quand nous avons fait un classement sans suite. Alors nous ne pouvons pas le faire dans tous les dossiers, mais dans certains dossiers, y compris des dossiers de violence conjugale ou d'agression sexuelle, lorsque nous procédons à un classement sans suite, c'est-à-dire que nous n'allons pas poursuivre le mis en cause devant le tribunal parce qu'il nous manque des éléments, parce que l'infraction souvent n'est pas suffisamment, on dit, caractérisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment d'éléments pour dire avec certitude cette personne a commis ces faits. C'est aussi le rôle du procureur de pouvoir recevoir, seul ou avec France Victimes, ce qu'on va le faire bientôt dans un dossier avec Madame Bertrand, de pouvoir prendre ce temps pour recevoir la victime et lui expliquer la procédure, pourquoi nous avons pris cette décision-là et quelles sont ses voies de recours si jamais elle souhaite les actionner. Donc je pense que ces 3 temps sont primordiaux pour permettre une prise en charge opérationnelle des victimes. Alors, je vous avoue qu'en préparant ce colloque, j'avais fait naturellement, quand on prépare un colloque sur la prise en charge des victimes organisé en particulier par le conseil départemental, on fait naturellement un focus sur les victimes de violences intrafamiliales. On voit avec votre ouverture que la problématique est complexe et je dirais merci pour la petite vidéo d'introduction parce que je pense que si on la rediffusait maintenant, que l'on mettait quelques affiches de recrutement, un gendarme habillé en bleu, il ne faut rien changer au dialogue et on aurait exactement des scènes que l'on vit dans le quotidien de nos brigades puisque on a exactement le même public qui vient nous signaler les mêmes choses. Et parfois, on a aussi des difficultés à opérer ce que disait Madame la procureure générale tout à l'heure, ce décryptage qui nous fait prendre conscience qu'on est face à une victime, non pas parce que n'apparaît pas spontanément une infraction pénale, mais parce qu'on n'a peut-être pas tous les éléments pour mesurer au moment où la personne vient faire ce signalement qu'elle se ressent elle-même victime, qu'elle estime avoir subi un préjudice et que l'on va être face à une complexité qui est celle de lui expliquer que peut-être sa situation ne ressort pas forcément d'une prise en charge judiciaire et qu'il va falloir aussi mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs pour lui apporter une solution. Et c'est là où il faut admettre que l'on va être une porte d'entrée vers un tissu partenarial qui aujourd'hui est indispensable. Sur le signalement lui-même, je dirais qu'on a 3 cas de figure. Le premier, c'est la plainte. J'irais jusqu'à dire que c'est le cas le plus classique et le plus facile. On a une victime ou qui se ressent comme telle, qui fait la démarche de venir à la brigade de gendarmerie, qui consent à déposer plainte, et on est face à une situation globalement claire où l'agent de police judiciaire ou l'officier de police judiciaire qui va recevoir cette victime va dérouler une procédure, identifier les partenaires, rendre compte au parquet s'il y a une infraction et avoir une maîtrise du tempo dans lequel l'affaire va être traitée. Il y a ensuite le signalement qui peut venir de partenaires, qui peut venir de plateformes, qui peut venir des élus, qui peut venir de voisins, qui peut venir de témoins. On est déjà dans quelque chose de plus complexe, parce qu'il va falloir se faire une idée de la situation, il va falloir prendre du recul, il va falloir objectiver le signalement qui est fait pour savoir justement quelle procédure établir et comment la mettre en marche. Alors ça nécessite plusieurs choses. Premièrement, la formation de nos militaires, et depuis quelques années, on a fait un effort considérable sur la prise en charge des victimes, je le disais tout à l'heure, des violences intrafamiliales, mais pas que,
Donc on a aujourd'hui des gendarmes qui sont particulièrement formés au recueil du signalement. Madame la procureure le disait tout à l'heure, on a investi, 99 unités du genre ont été créées aujourd'hui en France dans les maisons de la protection des familles. Celle du territoire de Belfort est présente aujourd'hui. Tous les personnels qui la composent sont là, c'est une unité qui vient d'être créée et qui ont en charge un petit peu, j'allais dire, de faire ce lien entre le tissu associatif, le signalement, l'appui aux unités pour avoir cette expertise sur tout ce qui concerne le milieu familial et les violences qu'ils peuvent avoir, les violences ou les faits qui peuvent avoir lieu en direction de la sphère familiale. Il y a aussi l'action de prévention, vous l'avez indiqué tout à l'heure. C'est important. Si on veut limiter le nombre de faits commis, il faut que l'on puisse prévenir aussi leur commission. Et là, ça va obliger à cibler nos actions envers des publics, alors que nous, on qualifie vulnérables dans notre jargon, mais des publics plus particulièrement ciblés, les seniors. Aujourd'hui, on va aller vers eux sur tout ce qui va être les enjeux cyber. Comment vulgariser les enjeux cyber vers un public qui n'a pas la culture native de l'outil informatique, mais qui va être exposé, parce qu'aujourd'hui, toutes leurs démarches sont sur ce vecteur-là, à ce que peut être une escroquerie cyber, comment le vulgariser, alors que peut-être c'est un public qui n'est pas acculturé. Mais c'est ce que l'on fait dans les écoles. La prévention sur les produits stupéfiants, sur la sécurité routière, sur le cyberharcèlement, sur les violences scolaires. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens vous voir, docteur, parce que j'ai de nouveau des problèmes d'insomnie. J'étais venue vous voir il y a quelques mois. Vous m'aviez donné un petit traitement et... Oh, écoutez, ça fait très longtemps. Vous savez, je ne me souviens pas de tout. Le mieux, c'est que je regarde dans votre dossier. Ce sera plus simple. Alors, on s'était vu... oui, voilà. On s'était vu le 12 décembre dernier pour des problèmes d'insomnie. Ça ne va pas mieux. Au début, ça avait fonctionné, je dormais mieux. Et puis là, ces derniers temps, je sens que j'en ai besoin, de nouveau, j'arrive pas à dormir. Et... Le petit traitement que je vous avais donné n'a pas amélioré les choses, au moins pour les insomnies. Si, au début, ça... Vous voyez, je suis toujours au chômage, c'est toujours compliqué, donc il y a... Oui, si vous pouviez me redonner quelque chose. Vous vivez seul? Vous avez des enfants? J'ai une fille. J'ai une fille, elle est grande maintenant, elle vit avec son compagnon. Donc on se voit de temps en temps et je vis moi-même avec quelqu'un, oui. Et comment ça se passe avec lui? Il vous comprend? Il vous soutient? Au début, c'était chouette. On s'entendait vraiment bien. On discutait beaucoup. Et puis, je dois dire que ces derniers temps, je pense que c'est le fait que je suis au chômage aussi, ça... Oui. Est-ce que c'est quelqu'un d'exigeant avec vous, avec lui-même? Est-ce qu'il vous comprend? Ces derniers temps, c'est plutôt des critiques, des choses dures qu'il me dit, comme quoi je suis pas à la hauteur, je suis une bonne à rien parce que je trouve pas de travail, et puis du coup ça va sur d'autres choses, sur la façon dont je fais à manger, la façon dont mes amis m'habiller, souvent ça devient compliqué aussi parce qu'il a des attitudes qui me font pas du bien non plus. Est-ce que vous subissez des violences physiques? Une fois c'est arrivé comme ça, il m'a mis une baffe et tout de suite il s'est excusé. Le lendemain il était très gentil, très, très avenant.
Et là, ces derniers temps, ça prend des proportions où je suis obligée de me mettre dans ma chambre, de fermer la porte parce qu'il tape dessus, il crie. Mais là, oui, même les voisins ont essayé de m'aider, d'intervenir. Mais... Bon, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais tout de même vous examiner dans un premier temps. Vous avez peut-être d'autres patients qui attendent et... Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer et vous continuerez à me dire ce qui s'est passé. Comme vous le disiez, donc l'hôpital de Trévenans est sur 3 départements. Il est sur l'aire urbaine, qui représente quand même 350 000 habitants environ. Alors les femmes victimes de violences ou les victimes arrivent, on va dire, par plusieurs canaux, soit, on va le dire, au niveau des urgences, qui sont ouvertes 24 heures sur 24, où là, elles sont accueillies par un médecin de médecine légale, s'il est présent, ou au moins par un médecin. Donc elles peuvent arriver par ce chemin-là. Elles peuvent aussi arriver dans le cadre de ce qu'on appelle le pôle femmes-mère-enfant, c'est-à-dire tout ce qui est pour la naissance, tout ce qui est la prise en charge des femmes en tant que telles, et au cours de leur prise en charge. Et bien évidemment, on peut faire appel à cette unité de médecine légale pour venir, si jamais il y a des violences qui ont pu être constatées en tant que telles. Si les professionnels s'aperçoivent qu'on est en présence de personnes très vulnérables ou en danger, il y a une information préoccupante ou un signalement article 40 qui est immédiatement fait à la justice en tant que tel. On a aussi un accompagnement médico-psychosocial avec une assistante sociale qui est toujours présente. Et on a la chance d'avoir un maillage organisé, notamment avec les différentes associations, que ce soit Solidarité Femmes, que ce soit le CIDF, que ce soit les centres d'hébergement, les CHRS. Et bien évidemment, si pour protéger la victime, on préfère garder la victime dans un lit, même si elle ne relève plus obligatoirement de l'hôpital, on préfère la garder jusqu'à qu'une solution pérenne, en sécurité, puisse lui être proposée. Actuellement, nous sommes en train de travailler à la mise en place d'une unité médico-judiciaire sur les 3 départements. Donc ça a été acté par la Cour d'appel de Besançon. Et donc nous allons recevoir une subvention de la justice qui va nous permettre de recruter 60% de praticiens hospitaliers pour justement faire tous les actes de médecine légale qui jusque-là ne pouvaient pas être faits. Et dans un second temps, si nous trouvons les praticiens, parce que c'est ça qui nous manque, on mettra en place une véritable unité médico-judiciaire. Et en parallèle, on travaille à la mise en place du NUAPED, donc cette fois-ci une unité pour les enfants victimes de violences, et on est en train de construire cet accueil au sein du pôle femmes-mère-enfant. Les maisons de protection des familles se développent donc depuis 2021
Elle remplace, pour ceux qui auraient connu et qui m'en ont parlé ce matin, les anciennes brigades de prévention de la délinquance juvénile, donc les BPDJ. Elles étaient au nombre de 45. La gendarmerie veut donc progresser avec l'actualité et donc développe, là il y a 99, comme le disait ce matin le colonel Mireno, 99 maisons de protection des familles qui se sont développées partout en France, y compris en Outre-mer. Les maisons de protection des familles, elles reprennent la prévention en milieu scolaire que faisaient les BPDJ, mais s'attachent aussi aux thématiques donc, des violences intrafamiliales. Vraiment une unité dédiée aux victimes, va aussi donc comprendre tout ce qui va être prévention de la radicalisation, usage numérique à risque et les addictions. C'est une unité qui est créée vraiment pour les victimes et qui vient appuyer, les protections des familles viennent appuyer le travail des brigades. Donc soit en les conseillant des appuis techniques par rapport aux formations que nous avons, puisque nous sommes des personnels avec des qualifications supplémentaires, notamment les auditions de mineurs victimes. Pour les auditions Mélanie, c'est les auditions mineurs victimes filmées. Donc voilà, soit on vient en conseil technique auprès de nos collègues, soit on vient aussi en complément donc pour faire les auditions, par exemple nous-mêmes, ce qui permet de dégager du temps aux unités et nous d'avoir vraiment une prise en charge optimale de la victime en prenant voilà, tout le temps nécessaire pour communiquer, recueillir la plainte et lui donner toutes les petites ficelles qu'on peut avoir de par nos partenariats. Alors tout d'abord, vous donnez un élément de constatation par rapport au phénomène des violences conjugales en 2022 au niveau de la direction départementale de la sécurité publique. On comptabilise un nombre de faits importants en 2022 par rapport aux années précédentes, à savoir que 60% des atteintes à l'intégrité physique sont des violences conjugales dans le département. C'est quand même assez significatif, ce qui représente plus de 300 procédures traitées depuis le début de l'année. On était à 230 l'année dernière, à la même époque, et ce qui représente en fait une charge de travail importante. Donc, dans le cadre de cette prise en charge, nous, on a deux modes d'appréhension du phénomène. On a les interventions sur le 17 police secours, qui sont un mode de prise en compte de ces situations, avec une évolution dans l'intervention police-secours par rapport à ce qu'elle était il y a quelques années. C'est-à-dire que les fonctionnaires intervenants sont formés pour nous apporter une première analyse de la problématique rencontrée sur une intervention de violence conjugale. Donc ils ont une grille d'analyse sur laquelle ils sont formés qui permet aux enquêteurs ensuite d'appréhender tout de suite la situation et de ne pas perdre de temps. Le deuxième mode d'appréhension, c'est la plainte, ou en tout cas la déposition de la victime à l'hôtel de police. Une chose importante, c'est que la plainte, mais ça je pense que vous le savez, n'est pas une condition de déclenchement de l'action publique. Donc en ce qui nous concerne, qu'on récupère une plainte immédiatement ou une simple déposition de la victime ou une main courante, ces trois modes de déclaration sont susceptibles d'enclencher une enquête judiciaire. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc on essaye d'avoir une approche pluridisciplinaire de la victime. L'idée pour nous étant de créer et de mettre en œuvre un pôle psychosocial dans la prise en charge de la victime. D'un côté, donc l'enquêteur spécialisé, de l'autre, l'intervenant social en commissariat pour la partie sociale, pour prendre en charge l'aspect social de la problématique qui nous est présentée, et d'autre part, un psychologue pour la partie, tout ce qui relève en fait de l'impact psychologique qui peut impacter la victime. Sur les suites dans la prise en charge de la victime, donc après c'est un parcours, c'est un parcours, le temps de l'enquête, le temps également éventuellement de la garde à vue de l'auteur, qui nécessite et qui entraîne en fait un dialogue entre ces trois professionnels, d'un côté l'enquêteur, de l'autre l'assistant social et à côté de ça le psychologue. Alors, je vais compléter les propos du directeur. Effectivement, là, depuis le Grenelle sur les violences conjugales de 2019, qui vous sera développé sur
la table ronde suivante, une réelle synergie s'est mise en place au niveau gouvernemental et dans tous les commissariats de police afin de prendre en compte au mieux les victimes de violences intrafamiliales. Alors, il est bon aussi peut-être alors je pense que vous devez le savoir, mais les violences intrafamiliales ne s'entendent pas uniquement en violences physiques. Dans les violences intrafamiliales, maintenant, c'est un package où les violences psychologiques sont prises en compte, les violences physiques, les violences en présence d'enfants qui sont des aggravations, mais également le harcèlement, les insultes, les menaces et les appels malveillants téléphoniques. À partir du moment où il est déterminé une vie commune, antérieure ou actuelle, avec une personne, entre deux personnes, et qu'une des deux, puisqu'on parle souvent des femmes, mais je vous rappelle aussi qu'il y a également des hommes, alors plus minoritaires, qui sont victimes de violences. À partir du moment où cette vie commune est déterminée, nous rentrons dans le champ donc des violences conjugales, des violences intrafamiliales, et dès lors la qualification est aggravée. La qualification est aggravée. Alors, on parlait du certificat médical. Ce n'est pas un prérequis à la déposition de la victime. Surtout, nous allons nous en occuper dans le temps de l'enquête. Ce qui est important, c'est que la victime vienne déposer. Comme l'a rappelé monsieur le directeur, on entend souvent la plainte n'est pas une obligation. Le parquet a l'opportunité des poursuites et effectivement, grand nombre de victimes de violences intrafamiliales ne souhaitent pas déposer plainte. En tout cas dans un premier temps, et quand bien même elle le ferait, au niveau de la sanction pénale, c'est madame la procureure qui pourrait vous en parler, ça ne ferait pas à mon sens, grande différence à partir du moment où les violences sont caractérisées. Il y a des possibilités d'hébergement qui sont offertes au niveau du département pour placer, excusez-moi, le terme n'est absolument pas approprié, pour pouvoir héberger donc ces femmes victimes, en tout cas qui ont besoin d'être hébergées pour la nuit. La plainte de la victime n'est pas nécessaire, mais dans l'enquête judiciaire, on va quand même avoir besoin de la victime. Donc c'est tout l'intérêt du travail pluridisciplinaire qu'on met en place, de manière à ce que le contact de la victime avec l'intervenant social ou la psychologue puisse l'amener à comprendre, dans le temps de la garde à vue ou peu après, l'intérêt aussi de pouvoir nous donner des éléments de manière à pouvoir alimenter le dossier judiciaire et qu'il puisse y avoir un dossier de poursuite qui tienne la route. Par ailleurs, dans la prise en compte initiale de la victime, sachez qu'on a mis en place au commissariat un tableau accueil confidentialité de manière à ce que la victime puisse nous signaler les faits dont elle est victime de manière confidentielle et que toutes les personnes qui sont présentes à l'accueil n'assistent pas aux déclarations de la victime. Donc la personne arrive au commissariat. Il y a deux types il y a un code couleur en fait, un code bleu pour les infractions qu'on estime qui sont moins graves et un code orange pour les infractions liées à des atteintes à l'intégrité physique. Lorsque la victime désigne le code couleur orange, on la dirige dans un autre bureau et on la prend en charge de manière différente d'une victime classique qui viendrait au commissariat pour déposer plainte pour la dégradation de son véhicule ou pour un cambriolage. Au niveau de l'accueil aussi a été créé il y a 2 ans un bureau. On avait fait le constat que les bureaux d'enquêteurs n'étaient pas forcément adaptés à la prise de la déclaration de la victime, puisque certains sont à plusieurs dans les bureaux et puis il peut y avoir des choses tant au niveau sonore, au niveau visuel qui peuvent perturber une victime. Donc avec un crédit par la préfecture a été créé un bureau où la victime est prise en compte d'une manière beaucoup plus sereine, à l'abri un petit peu déjà des regards de tous, et puis surtout dans un endroit où on entend un peu moins le brouhaha du commissariat. Et je pense que là, c'est un élément très important pour libérer la parole qui a été créé.
vais peut-être me présenter. Je suis Madame Rimseyer, je suis psychologue. On se voit aujourd'hui, dans le cadre de ce premier entretien, puisque une mesure d'obligation de soins a été prononcée, suite à votre audience en date de mai dernier, il me semble, pour des faits de violence conjugale sur votre femme. Est-ce que l'obligation de soins, vous avez expliqué un peu en quoi ça consistait? Qu'est-ce qu'il allait être travaillé? Non, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, là, on m'a dit de venir... j'ai une convocation aujourd'hui, je ne sais pas à quoi ça va servir. Hein. D'accord. Je vais peut-être vous expliquer un peu c'est quoi une obligation de soins, qu'est-ce qui est attendu, comment ça va se travailler. Une obligation de soins, c'est un temps pour vous. C'est un temps de soins, c'est pas un temps judiciaire. Moi, je vais être tenue au secret professionnel. Je ne suis pas tenue de rendre des comptes au parquet, au SPIP ou à la police. Ce qui se dira dans ces entretiens, ça restera entre nous. Voilà. Mais pourquoi soins? Soins? Eh bien, soins, puisqu'on va essayer pendant cette mesure qui doit durer 2 ans, on va essayer, vous et moi, de comprendre les raisons qui vous ont poussé à commettre ces faits. Donc on va revenir sur les faits. On va essayer de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, qu'est-ce qui a pu se passer, comment vous pouvez avancer. Moi, je ne suis pas là pour refaire le procès, mais pour essayer, avec vous, de comprendre pourquoi ça a eu lieu, comment vous l'avez ressenti, ce procès, par exemple, cette audience, qu'est-ce que ça vous a fait? Vous ne comprenez pas trop pourquoi il y a cette mesure. Mais je sais pas, moi, je comprends pas. Enfin bon, il y a peut-être des choses qui se sont passées, mais bon, c'est pas. Je me sens pas complètement responsable aussi de tout ce qui s'est passé depuis des années. On était très heureux, voilà. Moi, j'ai beaucoup contribué. C'est moi qui ramenais l'argent à la maison. J'ai bossé comme un fou. On partait pas beaucoup en vacances, voilà. Et j'ai fait tout ce que je pouvais pour elle. Ouais. Et pour les enfants. Et là, je comprends pas. Je comprends pas. Et tout d'un coup, un jour, elle a commencé à dire qu'il y a des choses qui lui convenaient pas. Enfin, moi, j'ai pas compris. Je comprends pas. Je sais pas. Je comprends pas ce qui m'arrive. Oui, vous avez l'impression que tout s'effondre un peu autour de vous. J'ai plus rien. J'ai plus rien et finalement, elle a tout, elle. J'ai presque l'impression que par moment, elle a fait un peu exprès pour avoir tout, la maison, et moi j'ai rien, j'ai complètement, je me sens, presque méprisé, quoi. Ouais. Moi je vais travailler avec ce que vous m'amenez, il faudra vous engager aussi dans le suivi, moi je vais vous aider à comprendre un peu ce qui s'est passé, on va travailler ensemble, d'accord? Ouais, bon. Et je dois vous voir souvent ou comment ça va se passer? Ça, on va établir le cadre ensemble en fonction de comment va se dérouler là, notre entretien, mais on peut établir, pourquoi pas, un rendez-vous en fonction de comment vous vous sentez, quels besoins vous avez, mais un rendez-vous par mois. On peut commencer par là. Ouais. Voilà. Après, il faut vous engager. Voilà, c'est une mesure qui reste judiciaire. Il faut vous engager dans le suivi, avoir une part active un petit peu dans cette recherche de pourquoi j'en suis là, pourquoi je suis ici aussi. J'entends que vous ne souhaitez pas forcément être là, mais justement, on va travailler ça ensemble. Mais si je vous vois comme ça régulièrement, ça veut dire qu'après, la justice, ça s'arrête pour moi? Alors là, moi, il y aura juste des attestations à remplir que vous enverrez à votre conseiller pénitentiaire. Moi, c'est juste une attestation. J'ai reçu Monsieur André à tel rythme pendant tant de séances. C'est tout. Le juge, il va décider quoi alors? Ça lui appartient. On va se voir au rythme qu'on va établir au fil des séances. Et ensuite, moi, j'attesterai juste que je vous ai vu pendant tant de temps sur tant de séances. Le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes a été déclaré la grande cause nationale des 2 quinquennats de l'actuel président. En effet, depuis 2017, le gouvernement a accompagné ce mouvement de libération de la parole des femmes et de protection des victimes. Récemment,
En fait, on a fêté les 3 ans du Grenelle des violences conjugales et Madame la Première ministre a souhaité adresser un message à toutes les filles en leur disant « Défendez vos droits, tout le temps ». Et ça a été prononcé très récemment, le 2 septembre 2022. Tout d'abord, une des mesures qui a été prise, c'est l'extension du numéro d'appel d'urgence. Ce numéro, je pense qu'il faut que tout le monde l'imprime aujourd'hui, c'est le 3919. Ainsi, une victime qui fait le 3919 est accueillie tous les jours et 24 heures sur 24. Un autre dispositif dont peut-être vous avez déjà entendu parler, c'est le dispositif du téléphone grave danger. Donc ce dispositif de protection des victimes, c'est un téléphone équipé d'une touche en fait, qui permet à la victime d'alerter les secours dès qu'elle en a besoin. On a favorisé et renforcé l'ordonnance de protection. Donc cette ordonnance de protection, ce n'est pas en fait prononcée dans un cadre pénal, elle est prononcée dans un cadre civil, elle est prononcée par un JAF. Et elle permet en fait aux juges aux affaires familiales de prononcer un certain nombre de mesures très très protectrices de la victime. Donc concrètement, sur notre territoire, par exemple sur le territoire de Belfort, il a été créé une instance départementale qui réunit l'ensemble des acteurs concernés par les politiques de lutte contre les violences. Cette instance est tenue en coprésidence par le préfet et le procureur. Donc c'est le comité départemental de prévention et de lutte contre les violences conjugales. Donc il a été installé l'année dernière, en 2021. Il se réunira de nouveau en octobre 2022. Dans cette grande instance, nous avons les forces de l'ordre, les services de l'État, les collectivités, les associations. On essaye que chacun puisse avoir la parole, puisse échanger et, comme je vous l'ai indiqué, donc favoriser les dispositifs déjà existants sur le territoire. Il faut savoir que le CIDFF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Et donc on a une prise en charge qui va être plutôt spécifique, du coup, pour toutes les personnes qui sont victimes de violences sexistes, sexuelles et également tout ce qui est lié aux violences au sein du couple. Pour vous parler vraiment concrètement de nous, l'action qu'on peut avoir, donc moi en tant que juriste au CIDFF, il faut savoir que la mission principale des CIDFF, c'est l'accès aux droits des personnes. Et donc moi, je vais recevoir les personnes, les victimes, donc soit qui nous sont orientées ou soit qui ont connaissance par le biais de bouche à oreille, qui vont venir nous rencontrer justement pour avoir un petit peu de l'information. Et vraiment, nous, ça va être là notre travail, ça va être d'accueillir ces personnes, de les écouter et de les informer au cours d'entretiens qui vont être du coup gratuits, individualisés. Le CIDFF, les personnes peuvent venir nous rencontrer du coup directement au siège social rue Jules Vallès à Belfort, mais on est également dans tous les quartiers. On peut être à la régie de quartier des Glacis, la régie de quartier des résidences. On a des permanences au centre culturel et social à Belfort-Nord. On intervient aussi chez Solidarité Femmes, dans les ESD Sud Territoire, donc Delle, Beaucourt. Et on intervient aussi, donc on a une permanence depuis une année maintenant à la Maison France Service à Val d'Oie. Et on intervient également à l'ESD à Offemont. À Solidarité Femmes, c'est un peu comme au CIDFF, on accueille toute personne victime de violences conjugales, essentiellement des femmes. Je crois qu'on accueille 2 hommes par an, ou 1. Peu importe le moment où elle en est dans son parcours, qu'elle soit encore en couple et qu'elle se questionne, qu'elle se soit juste après une crise, un épisode de violence, ou même parfois plus longtemps après, quelques mois après la séparation. Notre accueil et notre accompagnement vont être spécifiques aux violences conjugales, et quand je parle de violences conjugales, il n'y a pas forcément besoin d'avoir déposé plainte ou d'avoir l'intention de le faire. C'est plutôt la relation de violence, donc une relation privilégiée qui va impacter la victime, les enfants, et où on va avoir pour spécificité d'avoir de l'emprise et du psychotrauma. Et là, on va parler de psychotrauma intentionnel et répété, ce qui vont favoriser les mécanismes d'emprise. Donc nous, on va vraiment travailler là-dessus de différentes manières. On a 2 dispositifs hors hébergement. C'est l'accueil de jour départemental pour les femmes victimes de violences. Donc ça, c'est je dirais la porte d'entrée pour venir à Solidarité Femmes. Ça peut se faire
avec ou sans rendez-vous. Concrètement, tous les jours, on a une demi-journée, une plage d'accueil où il y aura un travailleur social, une travailleuse sociale d'ailleurs, qui va être disponible pour recevoir toutes les premières demandes. On a pensé ce dispositif comme très réactif parce qu'il y a pas mal de nos personnes qui nous contactent juste après un épisode de violence. Elles viennent de déposer plainte, où il y a eu des violences, elles ne veulent pas déposer plainte, et c'est le moment où elles vont être le moment du cycle de la violence où elles vont être le plus réceptives. Si on n'a pas de disponibilité, mettons, on peut poser le rendez-vous une semaine plus tard, c'est parfois déjà trop tard puisque c'est de nouveau la phase d'accalmie de lune de miel. On réoriente vers certains, parce qu'on ne travaille vraiment pas tout seul, on réoriente au besoin s'il y a des questions juridiques à approfondir sur le CIDFF. S'il y a des questions, on oriente aussi beaucoup vers France Victime, Madame Bertrand, quand il est question de dispositifs un peu plus protecteurs, je dirais. Donc là, c'est le TGD, le bar, voilà, ce genre de choses-là. Et puis, on peut proposer, alors toutes les femmes n'acceptent pas, mais on peut proposer à la suite de l'accueil de jour un accompagnement spécifique dans le cadre de notre permanence d'accueil. En général, elles acceptent. C'est dans le cadre de la libre adhésion, elles viennent le nombre de fois qu'elles le souhaitent. Et l'idée de ces entretiens, donc pareil, confidentiel, gratuit, c'est de décortiquer avec elles la relation d'emprise et en fonction de les aider à sortir de la violence. Alors certaines femmes viennent nous voir tout en restant en couple et en se questionnant sur ce qui se passe. Puis après, elles peuvent arrêter, reprendre le suivi. D'autres sont avec des projets un peu plus construits de séparation. Donc là, on va les aider aussi à s'organiser. C'est dans ce cadre-là aussi qu'on travaille beaucoup du coup, avec les travailleurs sociaux des ESD, de la CAF. Voilà. Ça, c'est les deux dispositifs hors hébergement, et on gère aussi un CHRS, Centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc ça, c'est pour les femmes victimes de violences et leurs enfants qui se séparent et qui ont besoin d'une mise en protection et d'un accompagnement spécialisé. Voilà, et depuis peu, depuis un an, comme Madame Cotin vous l'expliquait, il y a des places d'urgence, d'hébergement d'urgence spécifiquement dédiées réservé aux femmes victimes de violences conjugales. Donc c'est l'Armée du Salut qui héberge et nous, on assure l'accompagnement. Mon travail est sur une action sociale à court terme. C'est expliqué dans les différentes conventions qui ont été signées. Rapidement, donc, identifier la problématique et, si besoin, bien évidemment, réorienter la personne, soit au niveau des ESD, s'il y a suivi ou pas d'ailleurs, ou si on parle effectivement, donc, dans le cadre des violences intrafamiliales, si on parle des violences conjugales, mon partenaire privilégié, c'est bien évidemment Solidarité Femmes avec lesquels on travaille pas mal. Mes partenaires privilégiés, d'abord les ESD au niveau du département, comme ils couvrent toutes les circonscriptions sociales, le PPE en matière d'enfance. Sur la question des violences conjugales, donc Solidarité Femmes, je travaille aussi beaucoup avec France Victime. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait M. Minadakis. C'est vrai que les ISCG, au départ, ils ont été conçus pour les victimes, mais aussi pour les auteurs. Il n'y avait pas vraiment de frontières. Voilà. Après, c'est vrai que c'est certainement une question de temps, de temps consacré. J'ai oublié de dire tout à l'heure dans ma présentation sur les enjeux judiciaires de la prise en charge des victimes. Nous passons beaucoup de temps, enfin ma collègue sur Belfort, notamment Stéphanie Bertrand, mais également les autres juristes, à essayer de convaincre les victimes à aller aux audiences également. Pour les parquets, pour les représentants des parquets, c'est important d'avoir des victimes aussi dans le prétoire parce que ça permet effectivement de montrer qu'il y a eu des conséquences, qu'on le prend en considération, c'est visuel, c'est physique. France Victime maintenant, c'est 130 associations qui effectivement reçoivent des victimes, essaient de les accompagner avec effectivement aujourd'hui 3 volets, à la fois juridique, psychologique, social. Ce que j'aurais tendance à dire aujourd'hui, c'est que notre métier évolue aussi.
au fur et à mesure des années. Au départ, effectivement, alors on fait également, comme ça a été dit, des permanences. On essaie de couvrir un ressort du tribunal judiciaire. L'idée étant d'aller au plus près de la population. Ça a été dit notamment dans les ESD. Je vous avais sollicité, et c'est un petit peu l'idée de ce colloque après, pour créer des permanences à Delle et Giromagny. Bien que le Covid, moi, m'interroge un petit peu sur la pertinence maintenant de l'existence de ces permanences. On verra par la suite. Notre métier a évolué parce que c'est un métier maintenant un petit peu d'évaluateur. Les associations d'aide aux victimes aujourd'hui sont agréées par le ministère de la Justice, donc devenues extrêmement parajudiciaires, et nous évaluons des situations. Ce qui est, me semble-t-il, très positif, parce que ça permet à chaque fois de s'inscrire dans un cadre procédural spécifique. Donc il y a notamment les évaluations victimes, les EVI. On a parlé beaucoup d'acronymes, ça c'est EVI, E2VI, qui permet notamment à Belfort de s'inscrire, de faire des EVI pour les magistrats, pour informer les magistrats de la situation d'une victime à un instant T, en attendant une audience pénale. Donc je vais vous parler du service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui est un service du ministère de la Justice, de l'administration pénitentiaire, dont la mission essentielle est la prévention de la récidive. Trois objectifs, trois missions dans cet élément de prévention de la récidive. Le suivi de l'auteur, son évaluation, le premier point que vous avez sur la diapo, l'aide à la décision judiciaire, les personnels qui exercent au SPIP renseignent l'autorité judiciaire afin de lui permettre de prendre des décisions adaptées à la situation des personnes, alors en de nombreuses matières, mais on pense principalement à l'instruction des demandes d'aménagement de peine en milieu fermé, à l'instruction des demandes de permission de sortir, notamment. Et puis un troisième élément qui est peut-être le mieux connu ici, parce que c'est un élément qui s'appuie sur des travailleurs sociaux, et je sais qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux partenaires dans cette salle, qui est l'élément qui vise à promouvoir l'insertion des personnes placées sous main de justice. On peut passer à la seconde diapo. Alors parler simplement de nos publics pour vous donner un peu une idée des personnes qui sont prises en charge. Alors les personnes prises en charge par un SPIP sont des personnes placées sous main de justice exclusivement. En termes de quantité, alors moi je suis à la tête d'un service bidépartemental, territoire de Belfort et Haute-Saône. On assure le suivi d'environ 1500 personnes en milieu ouvert. 630 personnes pour le seul territoire de Belfort. En temps réel, sur les deux départements, environ 130 à 200 personnes placées sous surveillance électronique, qui est peu à peu devenue la mesure phare, un peu celle par laquelle on identifie le SPIP, aux côtés du travail d'intérêt général qu'on a évoqué également ce matin. Sur le ressort aussi, sur des deux départements, 7 bracelets anti-rapprochement qui sont également mis en œuvre par l'administration pénitentiaire. Mon service intervient également en milieu fermé. Alors on a 2 établissements pénitentiaires sur le ressort, la petite maison d'arrêt de Belfort, juste derrière, 42 places théoriques, sans doute un des plus petits établissements pénitentiaires de France, mais qui a le mérite d'être au cœur de la cité et de permettre à un certain nombre de personnes condamnées de ne pas avoir à être transférées vers des établissements pénitentiaires plus lointains. Et puis un autre établissement pénitentiaire à Vesoul, un peu plus important, 70 personnes environ. Parmi nos moyens d'intervention, ce sera la diapo suivante, je voudrais évoquer peut-être un moyen auquel on pense rarement, c'est le mandat judiciaire. Naturellement, on travaille avec les auteurs et on ne va pas les choisir dans la rue. Les auteurs nous sont confiés par l'autorité judiciaire et ce mandat nous oblige, naturellement, on rencontre régulièrement à l'autorité judiciaire de la manière dont se comportent les auteurs qui nous sont confiés, mais il nous donne aussi des moyens, un certain nombre de moyens de contrainte, des moyens exorbitants du droit commun. On peut convoquer les personnes, on peut faire des visites à domicile, y compris sans les prévenir. On peut contrôler des obligations et des interdictions par tout moyen, demander des justificatifs. Donc la surveillance électronique qui peut être utilisée aujourd'hui dans de nombreuses situations procédurales pour exécuter une peine d'emprisonnement en milieu ouvert. Voilà, quelqu'un qui est écroué, il exécute sa peine à domicile sous surveillance électronique, mais également pour protéger la victime, et c'est le cas du bracelet anti-rapprochement.
Le premier acte que va réaliser un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation lorsqu'il est en lien avec un auteur, c'est de procéder à une évaluation criminologique qui va s'attacher à examiner les facteurs de risque de récidive, donc les facteurs qui sont liés aux antécédents judiciaires, mais qui peuvent être aussi liés à l'environnement social, le fait d'avoir des pères délinquants ou d'appartenir à un milieu où la délinquance est plus fortement marquée. Voilà donc une évaluation criminologique qui nous permet de fixer un curseur et puis d'adapter l'intensité de notre intervention à la situation de l'auteur. Ensuite, l'approche cognitivo-comportementale, ici, c'est véritablement faire de l'éducatif avec des adultes sous contrainte. Donc c'est parfois une gageure pour les conseillers. Mais l'approche cognitivo-comportementale, c'est par exemple travailler sur la chaîne délinquantielle. Qu'est-ce qui s'est passé la veille du passage à l'acte? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine précédant le passage à l'acte? Qu'est-ce qui s'est passé le mois précédent le passage à l'acte? Repérer des invariants et puis élaborer des stratégies d'évitement pour, lorsque je me retrouverai dans une situation identique, être en capacité de faire autrement. Alors ce travail peut être fait de différentes manières, bien souvent en individuel, dans le cadre d'entretiens. Les personnes sont convoquées dans nos services, ou alors on les rencontre au sein des établissements pénitentiaires, mais aussi dans le cadre de prise en charge de groupe, parce qu'on sait que le groupe est un levier très puissant en termes de changement. Simplement, donc le CPCA, c'est un groupement de coopération sociale qui a été créé en 2020, qui est porté par les 2 sauvegardes de Franche-Comté, la sauvegarde de Haute-Saône et la sauvegarde du Doubs. On s'est également associé à l'Armée du Salut à Belfort et à l'association Saint-Michel-le-Haut, présente dans le Jura, donc pour constituer et porter ce groupement de coopération sociale qui a pour objet l'accompagnement des auteurs de violences conjugales. L'objectif de nos services, c'est protéger les victimes à travers l'éloignement de l'auteur et en l'obligeant à fixer sa résidence dans un lieu déterminé. Et il est aussi contraint à respecter notre règlement de fonctionnement, à être présent à des horaires. Donc on est en capacité, sur la cour d'appel de Besançon, l'ex-Franche-Comté, à accueillir 41 personnes dans 41 places dédiées d'hébergement. Donc d'où ma présence aussi ici, parce que c'est des personnes où les faits ne sont pas judiciarisés, qui peuvent être orientés par les services sociaux, ça peut être aussi par des avocats, les forces de l'ordre. C'est-à-dire que quand ça n'a pas été judiciarisé, souvent il y a quand même un passage à l'acte, mais qui n'a pas été dénoncé. Mais à ce moment-là, on peut agir en amont dans le cadre, je ne sais pas si on peut appeler ça de la prévention, enfin, en tout cas de la prévention tertiaire. Et on a aussi des personnes qui nous sont orientées, alors j'aurais dû le mettre dans les slides, mais dans le cadre d'une permanence téléphonique nationale qui est dédiée uniquement aux auteurs de violences conjugales. Donc c'est le 08 019 019 11. Après, vous avez les coordonnées à la fin de l'Armée du Salut, donc on peut aussi vous mettre en lien. Donc c'est une permanence qui a été créée dans le cadre du confinement pour recueillir la parole des auteurs de violences conjugales auxquels on a participé. Et voilà, c'est une expérience qui a été pérennisée. C'est un accompagnement aussi social individualisé, qui est aussi intensif, c'est au moins un entretien par semaine. Et puis il y a aussi toute une solution après cette période d'accompagnement, dans le cadre de la contrainte judiciaire ou du placement extérieur. En gros, c'est entre 4 et 6 mois. Et bien aussi de trouver une solution à la sortie. Donc ça peut être quelquefois une reprise de vie commune avec l'accord de la victime. Ça peut être aussi une solution d'hébergement temporaire, mais aussi, parce qu'on a un profil vraiment hétérogène des personnes qui sont accompagnées, des personnes CSP+, des personnes qui sont en difficulté sociale depuis plusieurs années. Donc il n'y a pas vraiment un profil type. Donc c'est un accompagnement personnalisé, puis un relais qui peut être fait au sein des services sociaux, départementaux, CCS à la fin. C'est soutenu aussi par des ateliers de groupe. Le volet protection de l'enfance, c'est pour nous très important. Donc on est en lien avec l'ICRIP. S'il n'y a pas d'accompagnement des enfants et qu'ils ont été exposés aux violences conjugales, qui sont co-victimes, on ne systématise pas, mais très souvent il y a une information préoccupante pour qu'il y ait une évaluation qui soit faite de la situation. Donc en conclusion, nous c'est vraiment une approche intégrée, accompagnement victime, auteur, enfant, mais avec différents partenaires dans une approche partenariale. On joue le jeu de la contrainte judiciaire. Simplement en termes de perspective sur l'évolution des CPCA, et puis j'excuse Monsieur Novelli qui m'a demandé de le représenter. Donc on aimerait aussi accentuer la question d'accueil des personnes volontaires.
Donc on rediffusera aussi les plaquettes, où vous pouvez orienter le public. Et puis on s'est formé à une approche européenne, l'approche Engage. Et là on est en train de réfléchir à comment aussi on pourrait la diffuser, parce que c'est une formation d'intervenants de première ligne. Donc après, c'est à nous d'aller former les intervenants sociaux pour aborder la question de la violence conjugale, mais du point de vue des auteurs, parce que souvent il peut y avoir des réticences. Et bien, comment, en dépassant ces réticences, vous pourriez aussi les orienter sur une structure spécialisée, quoi. L'auteur de violence, en fait, ça reste une personne juridique, une personne de loi, et en même temps un sujet humain. Donc moi, je dis à mes collègues avec lesquels je collabore étroitement que la justice ou les institutions judiciaires rendent justice, et moi, je rends la personne à elle-même. J'essaye du moins. Je pense que j'aimerais quand même essayer de zoomer. Bon, c'est un peu un terme inadéquat, mais je vais essayer de vous faire part de la situation dans laquelle se trouve l'auteur de violence au moment où il est évincé du domicile conjugal. Donc c'est quelqu'un qui est empli de sentiments d'injustice. Il y a une déchirure, une coupure, il y a une perte de repère chez lui, et il ne sait plus où donner de la tête. Il est rejeté, en fait déchu, au sens pater-familial. Ça veut dire celui qui croyait te maîtriser, et d'un seul coup, il ne maîtrise plus rien. Donc comment que ça se passe, l'accueil au dispositif, chez toi, à Altérité, ou à Eau Vive, ou à l'Armée du Salut, dans lequel j'interviens. Donc il y a une rencontre tripartite entre le travailleur social, rapide, une réponse rapide, ça veut dire une rencontre tripartite entre le travailleur social, le psychologue et le principal concerné. Donc là, on fait le point, on lui présente la façon dont on va travailler avec lui. Donc on a une commande. La commande, elle émane de la justice. Nous, la commande, bien sûr, c'est un déclic. C'est celui qui l'a fait amener chez nous. C'est celui qui a suscité la rencontre. Mais par contre, on va essayer de travailler avec lui la demande. Ça veut dire l'amener à avoir des demandes et l'amener progressivement à avoir une demande et à exprimer ses besoins pour qu'on puisse l'accompagner, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Une fois cette rencontre tripartite est faite, donc nous installons des suivis hebdomadaires, parce qu'on tient compte aussi de la mesure, de l'échéance. Des fois, on a 2 mois, c'est pas assez pour travailler, mais en même temps, on ne va pas faire dans l'acharnement thérapeutique ni éducatif. Donc l'accompagnement judiciaire est assuré par les travailleurs professionnels intervenant dans les différents lieux, mais en même temps, ce travail-là, il est, si vous voulez, la première rencontre, elle est déterminante. S'il y a une maladie grave d'ordre psychopathologique lourd, mental, donc là, ou psychiatrique, nous, on n'accueille pas, on oriente. Parce qu'il n'y a pas, comme vous l'avez si bien nommé, le récit n'est pas le même. Il y a des désorganisations de la personnalité et tout ça. Et en même temps, je rajoute à ce que vous avez dit par rapport au récit, le discours. Nous sommes des sujets de discours, de verbes. Et au commencement était, bien sûr, le verbe. Et je pense qu'on oublie. Nous, on soigne avec les mots. Seulement un psychologue, il n'est pas là pour juger. La justice a jugé, comme vous l'avez bien dit. Néanmoins, nous sommes là pour amener la personne au fur et à mesure à prendre conscience de son fonctionnement psychologique. À l'issue de cette journée, un constat s'impose, chacun à notre niveau et en coordination, nous avons un rôle à jouer pour reconnaître, accueillir, accompagner et aider ces victimes. Chacun à notre niveau, travailleurs sociaux, gendarmes, policiers, médecins, personnels de justice et élus, nous sommes les maillons d'une chaîne de protection autour des victimes. Et en toute modestie, je dois dire que dans notre département, cette synergie fonctionne plutôt bien. Les travailleurs sociaux, tout comme les élus et les forces de police, sont en première ligne dans le process qui permet de repérer les situations de victimes.
Certes, nos fonctions ne sont pas les mêmes, mais le maire est le récipiendaire privilégié de la parole des victimes, que ce soit pour des faits d'incivilité ou même de violence. Officier de police judiciaire et coordinateur des opérations de secours, le maire demeure un maillon essentiel de la chaîne de prise en charge des victimes, tout en veillant au rétablissement de la paix sociale au sein de la commune. Nous sommes tous conscients que le parcours d'une victime, de sa prise en charge au rétablissement de l'ordre social, est difficile et nécessite une mobilisation collective. Ce premier colloque constitue la première pierre sur le chemin vers une meilleure formation et une meilleure coordination de tous les acteurs. C'est ensemble que nous apporterons les réponses et que nous porterons les actions nécessaires à la protection des personnes les plus vulnérables. Disons-le, évidemment, il faut de l'intelligence collective, ça veut dire qu'on a tous une partie de la réponse, qu'on doit vraiment s'efforcer de travailler ensemble pour y parvenir, et que cela prend du temps et que c'est jamais parfait. Mais si on prend une petite focale, un peu de recul, je crois qu'on peut dire que l'on a progressé. Je voudrais prendre l'exemple de la prise en charge des violences intrafamiliales ou violences conjugales pour vous montrer qu'on a progressé, je crois, collectivement, un petit peu au cours, allez, je ne saurais pas vous le dire, mais des 10 dernières années, si on veut prendre un temps un peu long. Et évidemment, le schéma n'est pas parfait, peut-être quelques pistes d'amélioration pour l'avenir et sur lesquelles on va travailler avec l'ensemble des acteurs. D'abord, il y a la constitution d'un pôle médico-légal à l'hôpital Nord-Franche-Comté. Je crois que vous en avez parlé peut-être tout à l'heure. En tout cas, ce serait intéressant qu'il soit constitué, qu'il permette le dépôt de plainte depuis l'hôpital, parce que ça permet évidemment, là aussi, de faire travailler tous les acteurs ensemble. Il y a tout ce que l'on peut faire pour améliorer une prise en charge globale et notamment en investissant davantage de l'aide sociale à l'enfance, mais je sais que beaucoup est déjà fait, mais c'est un travail de longue haleine qui doit être poursuivi. Et puis il y a tout ce que l'on peut faire pour la prévention. Alors, la prévention, notamment des violences intrafamiliales ou le dépistage des violences intrafamiliales, c'est évidemment, ou des violences conjugales, c'est évidemment sans fin. On peut toujours prévenir davantage et toujours on constatera que des actes ont lieu, mais je crois que le fait d'en parler, le fait d'organiser des colloques comme celui-ci, le fait d'en parler dans les écoles, le fait de sensibiliser au rapport filles-garçons et à tout ce qui peut se nouer dans le secret derrière les portes closes, ça constitue des mesures très importantes pour ce qui sera ensuite la reconnaissance et la prise en charge des victimes lorsque les faits surviennent.